L'aube peinait à dissiper l'obscurité quand Jean-Paul Mercier, éleveur taciturne, aperçut une silhouette étendue près du vieux hangar à bétail. La terre craquelée sous ses bottes trahissait la sécheresse de cet avant-poste isolé, mais c'était la faiblesse de la prostrée qui l'interpella. En s'approchant prudemment, il reconnut une femme au teint cuivré, vêtue d'une tunique en peau burinée, les cheveux noirs en désordre, tachés de sang séché. Son souffle haletant résonnait dans le silence du matin. Malgré la crainte de représailles, il déposa son fusil contre la palissade et retira son chapeau, dévoilant un front perlé de sueur. S'agenouillant à ses côtés, il posa une main ferme mais délicate sur son épaule blessée. Elle sursauta, entr'ouvrit les paupières, révélant 2 yeux sombres, emplis d'inquiétude. Sans mot échangé, il lui tendit une gourde d'eau fraîche. Ses lèvres entr'ouvertes murmurèrent une syllabe indistincte, mélange de gratitude et de défi. Jean-Paul comprit que toute hésitation tournerait à l'indécision mortelle. Il enveloppa la blessée dans une vieille couverture élimée et la transporta doucement vers la porche du ranch. Chaque pas fut un combat contre la douleur qui déformait ses traits, mais sa détermination défiant la nuit enflait dans l'air. Arrivé devant la porte de chêne, il jeta un regard anxieux vers l'horizon où les brumes du matin dissimulaient d'éventuels poursuivants. À l'intérieur, le silence pesant de la cuisine fut rompu par le crépitement du feu. Jean-Paul déposa la femme sur un lit de paille, s'empara d'un baquet rempli d'eau chaude et nettoya soigneusement la plaie sanglante à laine. La pièce embaumait la poussière, le cuir usé et la fumée douceâtre, mais c'était l'odeur crue du fer rouillé qui dominait le moment. Elle ferma les yeux, contracta les traits, puis relâcha un soupir imperceptible. Jean-Paul s'autorisa un instant pour observer le visage de la blessée. Les traits de cette femme apache, malgré la souffrance, portaient la noblesse fière de son peuple. Il se souvint des histoires entendues jadis, de ces guerriers au courage légendaire et de la fragilité d'un être humain quand la chair défaillit. À mesure qu'il posait un linge propre sur la plaie, il ressentit la responsabilité de cet acte, comme si chaque fil de sa propre existence venait de se tisser à l'avenir de cet inconnu. Le soir tomba lentement sur le vaste ranch, enveloppant chaque recoin d'une obscurité complice. Dans la modeste chambre où Jean-Paul avait installé la blessée, le silence était aussi épais qu'un plaid poussiéreux. Chevelure Noire resserra sa couverture contre elle, ses yeux sombres scrutant la trame usée du vieux plancher. Chaque craquement cimentait l'inquiétude partagée entre ses os meurtris et son esprit en alerte. Dehors, une brise légère faisait osciller les herbes sèches, produisant un murmure rassurant et effrayant à la fois. Jean-Paul s'affairait dans la cuisine, préparant une décoction d'herbes sauvages que lui avait enseignée sa mère. Il mélangea le mélange amer dans une cuvette en bois et s'approcha du lit où la femme apache reposait. Il déposa le bol sur une petite table branlante et l'invita d'un geste à boire. Elle hésita, le regard fuyant, avant de porter la coupe à ses lèvres fines, tremblotantes. La douleur se peignit sur son visage, mais elle avala la potion d'une traite. Le liquide vert et tiède apaisait légèrement sa fièvre, et Chevelure Noire laissa échapper un souffle de soulagement. Jean-Paul essuya une larme discrète qui perlait au coin de sa paupière, conscient que chaque seconde volée à la souffrance était une victoire fragile. Soudain, un aboiement lointain retentit, interrompant la quiétude de la nuit. Les chiens du voisin se mirent à hurler, éveillant d'autres échos, un galop feutré, l'éclat métallique d'une selle. Jean-Paul se précipita vers la fenêtre, fronçant les sourcils. Il aperçut des silhouettes équines se déplacer à l'orée des arbres. Instinctivement, il saisit son fusil et retourna auprès de sa protégée. « Reste ici », murmura-t-il avec gravité. « Je vais voir. » Il quitta la pièce, laissant la blessée seule dans la pénombre. Son cœur battait à tout rompre, anticipant le pire. Des coups légers frappèrent la porte d'entrée. Quelqu'un ou quelque chose réclamait l'attention de l'éleveur. Chevelure Noire, seul, sentit la terreur monter à nouveau. Son corps meurtri la poussait à bouger, mais la prudence la retenait. Les tonalités de la pièce semblaient changer, comme si l'obscurité devenait vivante. Elle essaya de se relever, appuyant ses mains contre le lit de paille, déterminée à ne pas rester passive. Ses blessures brûlaient, mais son esprit s'éveillait à la nécessité de survivre.
La nuit était lourde d'incertitude et chaque vibration du plancher résonnait comme un avertissement. Dehors, les croassements des corbeaux accompagnaient désormais les échos de pas précipités. Chevelure Noire comprit que l'ombre n'était plus seulement celle de la nuit. Elle portait la menace d'un retour imminent. Elle serra les poings, prête à faire face à la vérité qui allait se dévoiler à l'aube. À la lueur vacillante d'une lampe à huile, Jean-Paul s'agenouilla près du lit de paille où reposait Chevelure Noire. Malgré la douleur, elle avait repris suffisamment de force pour soutenir son regard. Ses traits, marqués par l'épreuve, dévoilaient une noblesse farouche. Jean-Paul, la voix douce, commença à lui poser des questions, cherchant à percer le voile de méfiance qui l'entourait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en tendant une main compatissante. Elle hésita un instant, son regard oscillant entre défi et reconnaissance, puis articulant avec effort « Netsi, étoile de pierre ». Un silence solennel s'installa. Jean-Paul nota chaque syllabe, conscient que ce nom portait l'écho d'un peuple fier. Il vit ses doigts puissants trembler légèrement, non pas de peur mais d'émotion. Dans l'ombre de la pièce, le crépitement du foyer soulignait leur proximité nouvelle. Elle se redressa un peu, soutenant la tête avec force. D'une voix rauque, elle raconta comment son clan avait été pris en embuscade. Des traqueurs avides de récompenses avaient attaqué leur camp, laissant Netsi pour morte. Elle murmura la douleur du trahison, la colère contre ceux qui avaient profané leur terre sacrée. Jean-Paul l'écouta attentivement, son cœur serré par la détresse de cette femme. Il comprit que son geste de la recueillir n'était pas seulement un acte de pitié, mais une promesse de justice. Il lui confia alors l'histoire de sa propre famille, disparue après un raid de bandits. « J'ai perdu ma femme et mon fils il y a 5 ans. J'ai cru que la terre pouvait guérir toute blessure, mais seule la vérité et la solidarité réparent les cœurs. » Un lien fragile se tissa, cimenté par la reconnaissance mutuelle de leur souffrance. Netsi poussa un faible sourire, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Elle toucha la main de Jean-Paul, y laissant une trace chaude de gratitude. « Tu m'as sauvé, » dit-elle d'une voix voilée. « Et toi, tu m'as rappelé que je pouvais encore croire en l'humanité, » répondit-il. À cet instant, un vent léger fit danser la flamme de la lampe, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Ils se levèrent tous deux, conscients que leur alliance venait de franchir un seuil. Jean-Paul apporta 2 bols de soupe chaude, mélange de légumes et de viande séchée, dont l'arôme réconfortant emplit la pièce. Netsi prit la première bouchée, ses lèvres animées par la force retrouvée. Alors qu'ils mangeaient en silence, une promesse silencieuse éclot. Peu importe les différences de culture ou de langue, ils étaient désormais liés par un même serment de protection. À l'extérieur, la nuit s'approfondissait, mais à l'intérieur du ranch, une lumière nouvelle brûlait dans leur cœur. Les lueurs du matin filtraient à travers les planches disjointes du portique lorsque Jean-Paul sortit pour inspecter les alentours. Les traces de sabots fraîches marquaient la terre sèche, creusant une ligne hésitante qui menait vers le bosquet de pins. À travers la brume légère, on distinguait aussi des flèches plantées dans l'écorce de plusieurs arbres, leurs pointes sombres comme des cris silencieux. L'atmosphère se chargeait d'électricité. De retour dans la grange, il trouva Netsi, examinant elle-même les impacts, sa main fine effleurant la pointe d'une flèche sans hésiter, comme pour en mesurer la gravité. Ses yeux, habituellement sereins, s'étaient durcis. « Quelque chose nous observe », déclara-t-elle d'une voix basse et grave. Jean-Paul hocha la tête, conscient que chaque geste de défi pouvait déclencher un conflit. Il recula d'un pas, laissant le temps à Netsi d'évaluer la menace. Les murs de bois vibraient encore des rafales nocturnes et, au loin, le hurlement d'un loup annonçait que la nature elle-même participait à cette escalade. De retour à l'intérieur de la maison principale, les voisins se rassemblaient déjà, murmurant des avertissements. La rumeur rapportait que des chasseurs de primes passaient par là, prêts à capturer tout apache aperçu. Certains proposaient d'appeler le shérif. D'autres criaient que la meilleure défense était de fermer les portes à double tour. Jean-Paul leva la main pour imposer le silence. « Calmez-vous. Personne ne franchira cette porte sans mon ordre. » Au dehors, l'un des fermiers brandit une lampe à pétrole, éclairant le visage buriné de Netsi, debout à la fenêtre, scrutant l'horizon. «
Elle reconnut alors dans l'ombre mouvante la silhouette fine de Faucon d'Argent, l'une des guerrières de son clan. Un signe de tête discret scella une alliance muette entre elles. Plus tard, assis autour d'une table rustique, Jean-Paul entama la réparation du portillon éventré par un impact récent. Netzii, malgré son bras encore faible, lui passa les planches et les clous. Chaque clou enfoncé résonnait comme un serment silencieux. Ils protégeraient ce lieu ensemble. Le léger craquement du bois céda enfin, rendant la barrière à nouveau solide. À la tombée de la nuit, Faucon d'Argent et Aube Rouge, une autre guerrière, apparurent à l'orée du champ, leurs profils découpés contre le ciel orangé. Elle tenait une corne de bison sculptée, signe d'alerte cérémonielle. Chemin faisant, elles déposèrent la corne sur la table, invitant Jean-Paul à s'y pencher. Dans un murmure, elles lui annoncèrent que leur tribu exigeait des réponses. Pourquoi abriter une Apache dans un territoire hostile? Jean-Paul, sans se dérober, expliqua. Netzii est blessé. Je lui dois ce refuge. Point final. Le silence s'abattit, lourd de jugement et de suspicion. Puis, lentement, Faucon d'Argent incline la tête, marquant un respect silencieux pour ce choix courageux. Dans le partage de ce moment tendu, Jean-Paul comprit que la véritable alliance se forgeait dans l'épreuve, pas seulement dans les mots. La silhouette de chevelure noire se découpa contre le crépuscule, tandis qu'elle rejoignait Jean-Paul sur la terrasse du ranch. À ses côtés, Faucon d'Argent et Aube Rouge, rejoints par deux autres guerrières, Marquas du Soleil et Plus Marquées, se tenaient en silence, formant un demi-cercle, présidant à un échange muet. Leurs mains reposaient sur le pommeau de leurs lames recourbées, prêtes à défendre l'honneur de la tribu. Jean-Paul, debout près d'un vieux tonneau, sentait le poids des regards fixés sur lui. Chaque respiration semblait résonner dans l'air serein du soir. Il choisit ses mots avec soin. « Je respecte votre présence et honore la douleur de votre sœur. Je ne suis pas votre ennemi », déclara-t-il d'une voix ferme. Les guerrières échangèrent un regard, puis Plus Marqué s'avança de quelques pas. Son visage était orné de peintures tribales, rouge comme le sang et blanc comme l'os. Lentement, elle posa un étui gravé de symboles sacrés sur la table en bois. « Cheval du tonnerre est tombé en décembre, » expliqua-t-elle. « Vous avez soigné l'une des nôtres. Maintenant, notre tribu doit savoir pourquoi. » Le silence retomba, oppressant. Aube Rouge croisa les bras, défi silencieux lancé à l'éleveur. Jean-Paul sentit le sol vibrer sous ses bottes, comme si la terre elle-même le jaugeait. Il baissa la tête, cherchant des preuves d'honnêteté dans ses propres souvenirs. « Votre peuple possède une sagesse que j'admire. Quand j'ai trouvé Netzii, j'ai ressenti qu'il n'était pas juste de laisser une guerrière mourir parmi les bêtes. Je vous offre ma parole d'homme libre. Elle trouvera chez moi un refuge sûr. » Les guerrières murmurèrent entre elles, leur voix rauque flottant comme un vent lointain. Faucon d'Argent s'approcha et offrit au rancher une plume d'aigle, symbole de confiance partagée. Elle la tenait entre ses doigts robustes, la fixant comme une offrande sacrée. Jean-Paul saisit la plume et la posa sur son cœur. Un souffle passa dans la nuit, éveillant les herbes sèches, tandis que les troncs autour d'eux semblaient s'incliner. Là où un conflit aurait pu naître, une alliance fragile grandissait. Lorsqu'ils se retirèrent, l'imposant portail du ranch fut de nouveau mis en place, renforcé par des poutres de chêne supplémentaires. Au centre du portail, Plume Arquée grava un motif apache à même le bois, deux mains unies par une flèche. Ce signe resterait pour toujours le rappel de l'instant où deux mondes décidèrent de coexister. Les lampes s'éteignirent peu à peu, laissant place au ciel constellé. L'éleveur et les quatre guerrières regagnèrent leur repos respectif, conscients que la paix était aussi fragile qu'une mélodie portée par le vent. Pourtant, une lueur d'espérance brillait dans leur cœur commun. À l'aube, la tension palpable s'infiltra dans chaque fissure du ranch. Le soleil naissant éclairait à peine les collines poussiéreuses, que déjà Faucon d'Argent et Aube Rouge se tenaient près du portail, surveillant l'horizon. Chevelure noire, le bras encore fragilisé, soutenait le regard déterminé des guerrières. Jean-Paul, debout au centre de la cour, sentait son cœur battre la chamade. Le moment de vérité était arrivé. Une troupe de cavaliers coloniaux surgit soudain du chemin de terre, fusils au poing, escortant deux fermiers inquiets.
Le shérif local, escorte armée et front plissé, descendit de son cheval. Il jeta un coup d'œil suspicieux à Netsi avant de poser la question fatidique. « Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette Apache ?» s'enquit-il d'une voix dure. Jean-Paul s'avança, levant la main pour imposer le calme. « Elle est blessée. Je l'ai recueillie. Aucun crime n'a été commis. » Le shérif haussa un sourcil, ses doigts effleurant le canon de son revolver. « La loi exige qu'on assiste toute victime, mais gare à vous si elle est recherchée. » Faucon d'Argent, non loin, observa la scène en silence, tandis que Plume Marqué serrait la hampe de sa lance. Un souffle parcourut le rang des guerrières, comme un avertissement silencieux aux colons. Ici, on ne tolérait pas l'injustice. Un des fermiers ricana. « On n'a pas besoin d'Apache dans notre pays, elle devrait être renvoyée d'où elle vient. » À ces mots, Aube Rouge s'avança, sa voix résonnant comme un tambour. « Vous parlez de terre que vous avez volée. Ici, elle est sous notre protection, » ajouta-t-elle en désignant Netsi. Jean-Paul sentit la mèche de poudre se consumer dans l'air. Il leva la voix, cherchant l'équilibre entre diplomatie et fermeté. « Nous ne voulons pas de confrontation. Je suis prêt à escorter Netsi jusqu'à un lieu sûr. Mais aujourd'hui, elle reste sous ma garde. » Le shérif échangea un regard avec ses hommes, hésitant. L'ombre grandissante d'un affrontement planait sur le ranch. Soudain, un hennissement strident retentit. Marca du Soleil, posté sur une colline voisine, agitait un drapeau en peau de bison, signe d'alerte. Immédiatement, les guerrières formèrent un cercle de protection autour de leur sœur. Le shérif, sentant l'escalade possible, baissa lentement son arme. « Entendu, mais je reviendrai. La loi s'appliquera. » Il remonta en selle, suivi des cavaliers coloniaux. Une traînée de poussière accompagna leur départ, laissant derrière eux un silence assourdissant. Netsi, tremblante, serra la main de Jean-Paul, reconnaissante de ce refus collectif d'abandon. Lorsque le dernier écho des sabots se dissipa, Plume Arqué posa une main ferme sur l'épaule de Jean-Paul. « Vous avez prouvé votre loyauté. Nous n'oublierons pas. » À mesure que le soleil s'élevait, éclairant le ranch de ses rayons dorés, une certitude grandit dans le cœur de chacun. L'alliance entre l'éleveur et les Apaches se trouvait désormais scellée par le feu de l'épreuve, prête à résister à toute tempête. La nuit avait étendu son manteau de velours sur le ranch, ponctué du scintillement d'innombrables étoiles. Autour d'un brasier crépitant, Jean-Paul Mercier et Netsi, accompagnés des guerrières Apaches, Faucon d'Argent, Aube Rouge, Marca du Soleil et Plume Marqué, se tenaient en cercle. Les flammes dansaient sur leurs visages, révélant la gravité de l'instant. Les guerrières avaient déposé leurs armes à distance, signe d'une trêve temporaire. Jean-Paul, serrant une gourde d'eau dans une main, s'adressa à la tribu dans un silence respectueux. « J'ai peu de mots, mais je vous offre ma parole. Je protégerai Netsi et votre peuple tant que je vivrai. Je tiendrai mon serment, même si tout le monde se retourne contre moi. » Netsi, le visage baigné par la lueur orangée, s'avança. Son bras encore fragilisé reposait contre elle, mais sa voix ne tremblait pas. « Moi aussi, j'ai juré fidélité à cet homme. Il m'a sauvé quand tout semblait perdu. Je promets de veiller sur lui et son foyer comme il l'a fait pour moi. » Un silence solennel s'abattit, brisé uniquement par le crépitement des bûches. Les Apaches s'approchèrent tour à tour pour toucher la main de Jean-Paul et sceller l'alliance. Faucon d'Argent déposa une plume de hibou sur la main conjointe, symbole de clairvoyance. Aube Rouge grava doucement un petit signe tribal dans la peau de l'éleveur, un tatouage improvisé au charbon prouvant l'union de deux mondes. Puis, Marca du Soleil entonna un chant ancestral, accompagné du tambour lointain de Plume Marqué. Les notes graves résonnaient comme un battement de cœur, évoquant la force et l'union. Jean-Paul se sentit envahi d'une émotion profonde, conscient que cette harmonie fragile était née de la confiance réciproque. Le feu crépitait, projetant des étincelles vers le ciel nocturne. Netsi leva les yeux et souffla un mot inaudible, comme une prière silencieuse aux esprits de ses ancêtres. Jean-Paul comprit, sans qu'elle ait besoin d'expliquer, que leur promesse s'inscrivait désormais dans la destinée du ranch. Lorsque le chant cessa, la tribu se retira pour laisser le couple émergent du cercle se tenir main dans la main. Leurs silhouettes, unies par une conviction commune, se découpaient sur le fond étoilé.
La nuit, désormais complice, semblait bénir leur serment. Ce serment sous les étoiles ne serait pas oublié. Il guiderait chacun de leurs pas, éclairant la route vers un avenir où le respect et la solidarité triompheraient des préjugés et des conflits. Au matin, la fumée du feu imprégnée d'herbes sacrées flottait encore au-dessus de la cendre tiède. Chaque guerrier apache s'éloigna à regret, les ombres s'allongeant au rythme des premiers rayons de l'aurore. Jean-Paul et Netsi, épuisés mais le cœur léger, restèrent un instant devant les braises mourantes. Il murmura « Cette nuit, j'ai senti que ma vie avait trouvé un sens nouveau. » Elle hocha la tête, ses yeux cherchant les siens, comme pour retranscrire la profondeur de leur lien. Dans les jours qui suivraient, ce serment étoilé se traduirait par des gestes concrets. Partage de la terre, échange de savoir et défense commune. Les ponts entre l'éleveur et le clan Apache étaient désormais irréversibles, gravés dans le bois, les champs et les étoiles elles-mêmes. À l'orée de l'aube, le ranch semblait suspendu dans un silence pesant. Les premières lueurs du jour dévoilaient les silhouettes alignées des femmes Apaches, formant un cercle serré autour de l'enclos central. Leurs visages étaient fermés, leurs regards braqués sur Jean-Paul Mercier, qui, debout sur une planche surélevée, se tenait face à l'assemblée. Netsi, appuyé contre un poteau de la grange, observait chaque mouvement, l'émotion grondant dans son regard. Faucon d'Argent s'avança, les traits tirés par la tension. D'une voix claire, elle déclara « Votre geste a ébranlé le cœur de notre tribu, éleveur. Mais le sang versé ne s'efface pas par un seul acte de bonté. Nous exigeons justice pour les nôtres. » À ce moment, un bruit de sabots se fit entendre à l'arrière. Une troupe de villages voisins, menée par le shérif lui-même, émergea du chemin de terre. Les colons, fusils au poing, encerclaient désormais le rassemblement. Jean-Paul comprit que son choix engageait la sécurité de tous. Il contempla alors Netsi, son bras meurtri, ses yeux implorants, le serment qu'ils avaient scellé sous les étoiles. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour d'alerte. Il fit un pas en avant, s'adressant aux deux factions. « J'ai la foi de tenir parole. Si vous voulez la voir pendue ou exilée, vous devrez passer sur mon corps. » Un murmure parcourut la foule. Les colons levèrent leurs armes, tandis que les Apaches serrèrent les mains de chevelure noire. Le shérif plissa les yeux, cherchant la faille dans la détermination de l'éleveur. Soudain, Chevelure Noire s'avança, malgré la douleur qui raidissait son bras. Sa voix, tremblante mais assurée, fendit l'air. « Jean-Paul est mon frère d'armes. Sans lui, je serais morte sous la poussière. Je choisis de rester à ses côtés, coûte que coûte. » Une pluie de flèches cérémonielles tomba à leurs pieds, signe d'acceptation de la tribu. Les guerrières abaissèrent leurs armes, tandis que les colons, indécis, réduisirent légèrement la visée de leurs fusils. Le shérif, face à cette démonstration de loyauté, baissa lentement son chapeau. « Très bien, déclara-t-il avec un soupir, mais je garde la main sur la loi. Toute infraction sera sanctionnée. » La tension se dispersa comme un brouillard sous le soleil naissant. Jean-Paul aida Netsi à se rapprocher de lui, la serrant doucement dans ses bras, tandis que Faucon d'Argent déposait une flèche ornée de plumes blanches à ses pieds, symbole de paix retrouvée. Alors que les premiers rayons dorés caressaient le bois du ranch, une certitude s'imposa à chacun. Le véritable courage ne résidait pas dans la violence, mais dans le choix de protéger ceux que l'on aime, même au péril de sa propre vie. Le crépitement du stand incendié s'estompait alors que le soleil déclinait à l'horizon. Les nuages pourpres et orangés coloraient le ciel en un théâtre flamboyant. Autour du puits central, Jean-Paul et Netsi se tenaient côte à côte, leurs silhouettes se détachant dans la lumière mourante. Les guerrières Apaches, regroupées en demi-cercle, surveillaient chaque mouvement, prêtes à intervenir. Soudain, des rafales de coups de feu éclatèrent depuis la colline boisée. Les chasseurs de primes, attirés par la silhouette d'une Apache en fuite, tentaient de briser l'alliance fragile. Les balles sifflaient entre les maisons de fortune, fracassaient des planches et rebondissaient contre les barriques. Faucon d'Argent ordonna un mouvement en silence. Chaque guerrière glissa une flèche dans son arc, visée avec une précision ancestrale. Jean-Paul, le cœur au bord des lèvres, saisit une caisse de munitions et la tendit à Netsi. « Reste derrière moi, » murmura-t-il. « Ils ne nous toucheront pas tant que je vivrai. »
Elle hocha la tête, ses traits d'acier affirmant la détermination née de leur serment. Ensemble, ils avancèrent vers l'ouverture de la cour, prêts à protéger le seuil. Les premiers assaillants surgirent, leurs visages éclairés par la lueur du feu. Aube rouge tira la première flèche, atteignant net la main d'un ennemi qui s'effondra en hurlant. Jean-Paul fit feu à son tour, couvrant Netsi tandis qu'elle cherchait un abri derrière un tombereau de foin. Le bruit sourd des fusils, mêlé à la flûte aiguë des flèches, créait une symphonie chaotique. Plumarqué et Marca du Soleil s'élancèrent, formant une ligne défensive. Les Apaches livraient bataille avec une grâce mortelle, chaque geste calculé pour désarmer et dissuader. Au centre de ce tumulte, Jean-Paul vit approcher le chef des chasseurs, un homme massif à la barbe rousse, armé d'un revolver à barillet effilé. Il braqua son arme sur Netsi, hésita un instant, le doigt crispé sur la gâchette. Mais avant qu'il ne puisse presser la détente, Faucon d'Argent jaillit de l'ombre et lui arracha l'arme du bras d'un coup sec, envoyant l'homme rouler dans la poussière. Un cri de victoire s'éleva, résonnant dans l'air crépusculaire. Les chasseurs, voyant leur chef désarmé, prirent panique et s'enfuirent en désordre vers la colline. Jean-Paul abaissa lentement son fusil, ses mains tremblantes, tandis que Netsi s'extrayait de sa cachette et courait vers lui. Ils se retrouvèrent au centre de la cour, le souffle court, le cœur battant la chamade. Les Apaches entourèrent le couple, déposant leurs armes à terre, symbolisant la fin de l'assaut. Plumarqué trancha alors la corde d'une lanière qu'elle tendit à Jean-Paul. « Cette épreuve prouve que notre confiance n'était pas vaine, dit-elle simplement. Jean-Paul serra la lanière gravée du symbole tribal, les yeux brillants de reconnaissance. Netsi posa une main douce sur sa joue, un sourire émouvant, effaçant la fatigue. « Nous sommes prêts pour demain, » murmura-t-elle. Lorsque la poussière retomba, le ranch s'apaisa. Les flammes mourantes des torches s'éteignirent, remplacées par la lueur des lanternes suspendues au porche. Chacun savait que l'ultime chapitre de leur histoire se tiendrait demain, où le destin final de cette alliance serait écrit. Le soleil se levait timidement sur le ranch, peignant l'horizon de nuances dorées et rosées. Après la tempête qui avait failli briser l'alliance, une atmosphère de calme nouveau régnait. Jean-Paul Mercier, debout près du puits, observait Netsi s'entretenir avec Faucon d'Argent et Aube rouge, leurs silhouettes drapées dans la lumière matinale. Les rires légers et les éclats de voix, empreints de complicité, résonnaient comme une promesse d'avenir. À la première table installée sous la treille de vigne, des membres des familles voisines s'étaient réunis, hésitants au début, puis accueillis par l'esprit de coopération insufflé par la tribu Apache. Les provisions apportées par les fermiers se mêlaient aux herbes sauvages et aux fruits séchés offerts par les guerrières. Chacun apportait un savoir-faire, un ingrédient, un geste de paix. Jean-Paul, ému, prit la parole. Aujourd'hui marque un tournant. Nous ne sommes plus deux communautés séparées, mais une seule famille unie. Netsi, le regard fier, ajouta d'une voix claire: ensemble, nous allons partager la terre, les récoltes et les récits de nos ancêtres. Aucun obstacle ne pourra briser ce lien. Une ovation silencieuse salua leurs mots. Dans un geste solennel, Faucon d'Argent présenta une boîte en bois sculptée, contenant des graines de maïs rares, symbole d'abondance et de renouveau. Jean-Paul en prit quelques-unes et les dispersa dans la terre meuble, suivi par chaque participant qui planta tour à tour son semence. Les premières pousses naîtraient grâce à cette union sacrée. Ensuite, Plumarqué ouvrit un passage à l'arrière du ranch, dévoilant une passerelle nouvellement construite, menant à un sentier forestier. Elle expliqua que c'était la route du troc et du partage. Les Apaches enseigneraient aux habitants la cueillette médicinale et le pistage, en échange des outils en fer et des semences des colons. Au centre de la clairière, Aube rouge entonna un chant d'espérance, sa voix claire accompagnée du tambour lointain. Les notes ondulèrent et s'envolèrent, portées par le vent, comme une bénédiction partagée. Puis Marca du Soleil, toujours pragmatique, présenta un plan. La construction d'un puits supplémentaire près du bosquet, assuré par un financement collectif. Jean-Paul et Netsi se concertèrent, acceptant avec gratitude. Ce puits symboliserait la source de vie accessible à tous, sans distinction.
En fin de journée, les rires des enfants, colons et jeunes apaches mêlés résonnèrent dans les cours. Les barrières imaginaires s'étaient effondrées, laissant place à une communauté véritablement soudée. Jean-Paul prit la main de Netsi, la serrant doucement. Je n'aurais jamais imaginé trouver, dans l'inconnu, une sœur d'âme et un avenir meilleur. Merci d'avoir été le pont entre nos mondes. Elle sourit, les yeux brillants d'émotion. C'est ensemble que nous écrivons cette histoire, que chaque graine plantée aujourd'hui porte l'espoir de demain. Le ciel s'étendait vaste et clair au-dessus d'eux. Les femmes apaches, armées de leur courage, et les colons marqués par cette nouvelle fraternité, étaient désormais unis pour bâtir un futur partagé. Le ranch, jadis isolé et divisé, se transformait en lieu de paix, de respect et de prospérité. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Jean-Paul et Netsi se tinrent côte à côte, contemplant la terre riche et vivante. Leur histoire, née d'un acte de bravoure, trouvait son apogée dans la promesse d'une coexistence harmonieuse, inscrite dans le bois des clôtures, le chant des oiseaux et le bruissement des blés. Quelques semaines plus tard, lorsque les premières pousses de maïs pointèrent fièrement de la terre, une grande célébration fut organisée. Les habitants et les guerrières se rassemblèrent autour du feu central, partageant des danses traditionnelles, des chants mêlant les langues, et un festin composé de galettes de maïs aux herbes apaches et de légumes grillés. Chevelure Noire, parée de plumes d'aigle neuve, raconta aux enfants l'histoire de leur alliance, tandis que les anciens des deux communautés bénissaient la terre sacrée. Ainsi s'achève l'incroyable odyssée de Jean-Paul et de Chevelure Noire, deux âmes que tout semblait séparer et que le courage et la bienveillance ont soudées à jamais. De la blessure profonde au serment sous les étoiles, nous avons été témoins de la force d'une promesse et de la beauté d'une alliance interculturelle, capable de transformer la peur en respect, la méfiance en solidarité. Que retenez-vous de cette histoire ? Partagez en commentaire votre moment préféré et dites-nous comment vous percevez la puissance de l'entraide face à l'injustice. Si cette aventure vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits épiques.